L'année est 1951. Le lieu est l'espace aérien gelé et déchiqueté au-dessus du fleuve Yalu, la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. C'est la ruelle des MiG, pour les pilotes du 64e corps d'aviation de chasse soviétique, spécifiquement les vétérans d'élite de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été secrètement déployés dans ce théâtre d'opération. Le ciel est censé être leur domaine. Ils pilotent le chasseur MiG-15, une machine qui a choqué le monde occidental lors de sa première apparition. C'est une flèche argentée aux ailes en flèche et prédatrice. Sur le papier et dans la réalité viscérale du combat vertical, il est supérieur à tout ce que les Américains peuvent mettre en l'air. Il grimpe plus vite, il vole plus haut. Il porte des canons lourds de 37 mm capables de déchirer un bombardier d'un seul coup. Face à eux se trouvent les Américains dans leur chasseur F-86 Sabre. Le Sabre est une belle machine, oui, mais historiquement à ce moment précis, il est sous-motorisé par rapport au réacteur soviétique. Il ne peut pas grimper avec l'avion MiG-15. Il ne peut pas atteindre le même plafond de service. Les lois de la physique et de l'aérodynamique dictent les règles d'engagement ici. Si un pilote soviétique se trouve en difficulté, tout ce qu'il a à faire est de tirer sur le manche et de grimper. Il peut s'élever dans l'air raréfié, où les réacteurs américains calent et halètent, laissant les chasseurs sabres regarder impuissants d'en bas. C'est un sanctuaire dans le ciel, un avantage tactique qui devrait garantir la domination. Mais un mardi après-midi à la fin du printemps, l'impossible se produit. Et cela commence par un sentiment de confusion profonde qui se propagera jusqu'à Moscou. Le capitaine Nikolaï Soutiaguine, un homme qui deviendra l'as principal du conflit, dirige un vol de 4 avions MiG-15 en patrouille. Le temps est dégagé, la visibilité est illimitée. Sous eux, le terrain accidenté de la Corée ressemble à du papier brun froissé. Soutiaguine repère une formation de sabres américains, bien en dessous, peut-être à 5000 pieds. C'est la configuration parfaite. La doctrine soviétique est claire. Plonger, frapper avec des canons lourds et utiliser le taux de montée supérieur pour remonter en flèche vers la sécurité avant que les Américains ne puissent riposter. C'est une tactique de boom et de zoom qui repose sur la rétention d'énergie. Soutiaguine signale l'attaque. Les 4 réacteurs argentés se renversent et plongent. La vitesse augmente rapidement, 600 milles à l'heure, puis 650. La cellule tremble, se comprimant contre le mur du son. Il se précipite sur la formation américaine. Les sabres virent dur, se dispersant comme une volée d'oiseaux effrayés. Soutiaguine choisit sa cible, aligne le viseur optique rudimentaire et tire. Les canons lourds claquent, envoyant des traceurs en arc dans le ciel. Il manque. L'angle de déviation trop raide, la vitesse de rapprochement trop élevée. Peu importe, il a l'énergie. Il tire fort sur le manche, les forces G le écrasant dans son siège. Le MiG-15 répond, son moteur Klimov rugissant alors qu'il convertit cette vitesse en altitude. Il s'élance vers le haut, s'attendant à voir le sabre américain s'éloigner en dessous de lui, incapable de le suivre. Mais quand il regarde en arrière, le sabre ne s'éloigne pas. Il le suit. Cela n'a aucun sens pour le vétéran soviétique. Le sabre est plus lourd. Il a moins de poussée. Il devrait perdre de l'énergie et caler. Pourtant, le pilote américain tient bon. Mais le vrai choc arrive une fraction de seconde plus tard. Soutiaguine est maintenant à des milliers de pieds, se tordant dans une montée à G élevée, présentant une petite cible difficile. À cette distance, toucher un réacteur manœuvrant avec des mitrailleuses est statistiquement impossible. L'œil humain ne peut pas juger avec précision la distance de tir. La vibration de l'avion, la dérive du vent, la chute des balles, les variables sont trop complexes pour qu'un cerveau humain les calcule en une fraction de seconde. Et pourtant, des traceurs passent devant son cockpit. Ce ne sont pas des tirs sauvages et des tirs de prière. Ce sont des tirs terriblement précis. Un flux de balles de 50 calibres s'écrase dans l'aile du réacteur de son ailier. La fumée jaillit. Le coup était précis, chirurgical, réalisé à une distance et un angle qui défie les limitations connues du tir aérien. Soutiaguine regarde avec horreur son ailier spiralé vers le bas. Il n'est pas encore en colère. Il est déconcerté. Il connaît les capacités des mitrailleuses Browning que les Américains utilisent. Il connaît la portée effective. Ce coup n'aurait pas dû se produire. C'était une balle fantôme. Un coup de chance peut-être. Un alignement d'une chance sur 1 million. Il abandonne la mission, plongeant vers le sanctuaire des aérodromes de la frontière chinoise. Son cœur s'accélère. Non pas de l'effort du combat, mais du sentiment étrange que les règles du jeu ont changé sans que personne ne le lui dise. De retour au sol à l'aérodrome d'Antung,
l'ambiance est chaotique. D'autres pilotes atterrissent, le visage pâle, les mains tremblantes alors qu'ils allument des cigarettes. Ce n'était pas seulement Soutiagine, dans tout le secteur, les pilotes soviétiques signalent le même phénomène inexplicable. Ils s'engagent avec les Américains. Ils utilisent leur performance verticale supérieure pour s'échapper et ils se font toucher. Les équipes au sol se précipitent sur les avions MiG-15 endommagés qui ont réussi à rentrer en boitant. Ils examinent les trous de balles. Ils sont groupés étroitement. C'est la marque d'un tireur d'élite, pas d'un combattant aérien, pulvérisant du plomb dans un virage désespéré. Pour obtenir un groupement comme celui-ci sur une cible, se déplaçant à 600 milles à l'heure tout en tirant 4G, il faut un niveau de précision de tir qui n'existe pas. Aucune quantité d'entraînement aux écoles de vol soviétiques ne les a préparés à cela. Les officiers de débriefing exigent des réponses. « Avez-vous ralenti ?» demande-t-il. « Avez-vous volé droit et en palier ?»« Non » insistent les pilotes. « Nous manœuvrions. Nous grimpions. Nous étions en dehors de leur portée effective. » Les officiers politiques, les commissaires attachés à l'unité pour assurer la loyauté, sont suspects. Ils soupçonnent la lâcheté ou l'incompétence. Ils ne peuvent pas accepter que l'équipement américain accomplisse des exploits impossibles. Ils accusent les pilotes de laisser les Américains se rapprocher trop. Mais les vétérans savent ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des traceurs se courber vers eux à des distances où l'avion américain n'était qu'un point. C'est comme si les balles américaines étaient guidées par une main invisible. Avant de démêler l'enquête qui a consommé le haut commandement soviétique, si vous voulez comprendre les technologies cachées et les histoires secrètes qui ont défini le XXe siècle, assurez-vous d'être abonné à la chaîne Guerre froide Impact. Nous fouillons les archives pour vous apporter les histoires que les livres d'histoire oublient souvent. Le soleil se couche sur le Yalou, mais les lumières dans les bunkers de commandement brûlent tard dans la nuit. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Vous devez comprendre la position de l'Union soviétique à ce moment de l'histoire. C'est 1951. Le monde est en équilibre sur le fil du rasoir de l'annihilation nucléaire. Staline est toujours vivant et sa paranoïa est à son apogée. La guerre en Corée est une guerre par procuration, un terrain d'essai. Si les Américains peuvent dominer l'air au-dessus de la Corée, cela signifie que leurs bombardiers peuvent pénétrer l'espace aérien soviétique. Cela signifie que le vaste réseau de défense aérienne coûteux que l'Union soviétique construit, s'appuyant fortement sur l'avion MiG-15, pourrait être fondamentalement défectueux. Le MiG-15 était leur atout maître. C'était la surprise qui était censée égaliser les chances face aux nombres occidentaux. Si les Américains ont trouvé un moyen de les abattre du ciel avec facilité, malgré la supériorité aérodynamique du MiG, alors l'équilibre des pouvoirs s'est déplacé de manière catastrophique. Les rapports commencent à remonter la chaîne de commandement jusqu'à Moscou. Le langage dans ces rapports est prudent, craintif. Personne ne veut être le porteur de mauvaises nouvelles pour Staline. Ils décrivent des tactiques agressives américaines. Ils décrivent une précision inhabituellement élevée. Mais entre les lignes, la panique est palpable. Les taux de perte augmentent. Au début de la guerre, l'apparition du MiG-15 avait forcé les bombardiers américains B-29 à cesser de voler en plein jour. Cela avait terrifié l'armée de l'air américaine. Mais maintenant, semaine après semaine, les pilotes du F-86 Sabre reprennent l'avantage. Ils accumulent les victimes qui défient les graphiques de performance de leurs avions. Une théorie terrifiante commence à prendre racine dans les salles de Mess-Dantung. Les pilotes la chuchotent les uns aux autres. Ils disent que les Américains ont développé une nouvelle arme. Peut-être que c'est un fusible de proximité pour leurs balles de mitrailleuse. Peut-être que c'est un nouveau type de munition de super vélocité qui se déplace si vite qu'elle nécessite presque aucun calcul de tir. Ou peut-être, et c'est la pensée la plus glaçante, ont-ils développé une façon de contrôler leurs avions que les soviétiques ne comprennent simplement pas. Chaque fois qu'un pilote soviétique monte maintenant dans son cockpit, la confiance est partie. L'arrogance de la machine supérieure s'est évaporée. Ils regardent le ciel et voient un piège. Ils savent que s'ils font une seule erreur, s'ils entrent dans la zone du sabre, ils seront détruits par cette précision robotique étrange. La zone, c'est ce qu'ils commencent à l'appeler. C'est une sphère invisible autour des réacteurs américains. Si vous y entrez, vous mourrez. Peu importe si vous êtes plus rapide. Peu importe si vous pouvez grimper plus haut. Si vous êtes dans la zone, les Américains ne manquent pas. Le général Georgi Lobov, commandant du 64e corps d'aviation de chasse, est sous une immense pression. Moscou veut des résultats. Ils veulent des Américains morts,
et des pilotes soviétiques en sécurité. Au lieu de cela, Lobov écrit des lettres de condoléances et regarde ses meilleurs hommes disparaître dans les collines de la Corée. Il ordonne un changement de tactique. Quote Zerhero, exige-t-il. Quote Mida, il pense que le problème est la précision de tir soviétique. Il pense que ses pilotes tirent de trop loin tandis que les Américains montrent une meilleure discipline. Il se trompe. La confusion atteint un point de rupture quand un chef de vol très expérimenté, un homme ayant une expérience de combat contre la Luftwaffe, s'engage avec un sabre solitaire. Le combat est un ciseau roulant vertical, une manœuvre complexe et nauséabonde où deux avions spiralent autour l'un de l'autre, essayant de forcer l'autre à dépasser. Le pilote soviétique exécute la manœuvre parfaitement. Il force le sabre en avant, mais alors qu'il appuie sur la gâchette, ses obus passent à côté. Le viseur optique dans son MiG-15 rebondit, vibre. Il doit deviner le tir. Il se trompe. Le sabre s'inverse. Il défie l'état énergétique dans lequel il devrait être. Il tire son nez avec une lourdeur molle, mais il pointe directement vers le MiG. Le pilote soviétique vire dur, tire en 5G, sachant qu'il est en sécurité. La déviation est trop élevée. Puis les traceurs arrivent. Ils cousent une ligne sur son fuselage, sectionnant les conduites hydrauliques. Les commandes deviennent mortes alors qu'il s'éjecte, culbutant dans le courant glacial. Il regarde le sabre s'envoler. Il n'a pas pulvérisé de balles. Il a tiré une courte rafale de 2 secondes, et chaque balle semblait le trouver. Ce n'était pas de la chance, c'était un système. Les soviétiques réalisent qu'ils combattent un fantôme. Ils combattent quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Quelque chose caché à l'intérieur de la peau métallique du F-86 sabre, et jusqu'à ce qu'ils découvrent ce que c'est, le carnage dans la ruelle des MiG continuera. Le mystère n'est plus seulement un problème tactique, c'est une urgence stratégique. Le Kremlin donne l'ordre. Découvrez comment ils le font. Découvrez pourquoi ils ne manquent de pas. La chasse à la réponse commence. Mais les enquêteurs cherchent au mauvais endroit, ils cherchent un nouveau canon. Ils cherchent un nouveau moteur. Ils n'ont aucune idée que le secret réside dans quelque chose de beaucoup plus petit et beaucoup plus complexe qu'ils ne peuvent l'imaginer. Le mystère s'est maintenant déplacé de la gelée d'altitude de la stratosphère au sol gelé et boueux de la Corée du Nord. La chasse est lancée. L'Union soviétique mobilise son appareil de renseignement technique avec une férocité généralement réservée au secret nucléaire. Des équipes de récupération spéciales sont formées. Ce ne sont pas des fantassins ordinaires. Ce sont des groupes d'ingénieurs et d'officiers du renseignement du GRU accompagnés de forces de sécurité chinoises. Leurs ordres sont explicites et portent le poids d'une peine de mort en cas d'échec. Apportez-nous un sabre. Chaque fois qu'un F-86 s'abat, ce qui est rare, ces équipes se précipitent. Elles font la course contre les hélicoptères de recherche et de sauvetage de combat américains, souvent sous un feu d'artillerie lourd, essayant d'atteindre les cratères fumants avant que les Américains ne puissent bombarder l'épave en poussière. Les Américains savent qu'ils ont quelque chose à cacher. Quand un sabre s'écrase derrière les lignes ennemies, les corsaires de la marine américaine et les Sky Raiders sont souvent dépêchés immédiatement pour mitrailler et napalmer le site du crash. Ils brûlent leur propre technologie en cendres plutôt que de la laisser tomber entre les mains soviétiques. Cette politique de terre brûlée ne fait que approfondir la paranoïa soviétique. Qu'est-ce qu'ils protègent ? Dans le profond hiver de 1951, une équipe de récupération soviétique réalise une percée. Un chasseur F-86 sabre s'écrase dans les vasières de marée près de la côte. La boue éteint l'incendie. Le pilote s'éjecte et est secouru par un hélicoptère américain, mais l'appareil reste sur place. La marée monte, cachant le prix des avions de reconnaissance américains. Sous le couvert de l'obscurité, des centaines de travailleurs chinois et de conseillers soviétiques traînent la carcasse brisée du réacteur hors de la vase. Ils la chargent sur un camion à plateau, la couvrent de foin et la conduisent vers le nord, traversant le fleuve Yalu jusqu'au sanctuaire de la Mandchourie. Elle est immédiatement chargée sur un train à destination de Moscou, spécifiquement pour l'Institut central d'aérodynamique et les bureaux des armes secrètes. La dissection commence. Les ingénieurs soviétiques se précipitent sur l'avion comme des chirurgiens. Ils enlèvent les panneaux de peau, ils retirent le moteur. Mais les experts en balistique se dirigent directement vers le nez. Ils veulent voir les canons. Ils veulent voir l'arme magique qui abat leurs avions MiG-15 du ciel. Ce qu'ils trouvent est décevant. Ils sortent 6 mitrailleuses Browning M3. Ils les démontent sur les tables blanches stériles du laboratoire.
Ils mesurent les rayures du canon. Ils testent la tension des ressorts. Ils analysent la métallurgie des percuteurs. Le rapport qui atterrit sur le bureau de Staline est déroutant. Ce ne sont pas des super-armes. Ce sont essentiellement les mêmes mitrailleuses de calibre 50 que les Américains utilisaient pendant la Deuxième Guerre mondiale, légèrement accélérées pour tirer 1200 coups par minute. Elles sont rudimentaires. Elles s'appuient sur l'énergie cinétique. Ce ne sont pas des obus explosifs comme les monstres de 37 mm sur le MiG-15. Les ingénieurs soviétiques sont confus. C'est tout, demande-t-il. C'est ce qui nous tue. Ils analysent les munitions, balles standards, traçantes et incendiaires. Pas de fusée de proximité. Pas de puce de guidage, pas de propulseur secret. Si le canon est primitif et la balle est bête, alors la magie doit être dans la visée. L'attention se tourne vers le cockpit. La verrière est brisée et le tableau de bord est endommagé par l'impact et la corrosion de l'eau salée. Mais assis en haut du tableau de bord, monté en évidence derrière le verre blindé, se trouve une boîte noire, une visée. Les techniciens la dégagent. Elle est étiquetée « Picture Quote de Dartui ». Pour l'œil non entraîné, cela ressemble à un réticule optique standard. Une pièce de verre où un réticule est projeté, similaire à ce que les Allemands utilisaient, similaire à ce que les Soviétiques eux-mêmes utilisent dans le MiG-15. Mais quand ils ouvrent le boîtier, ils trouvent une densité de câblage et de tubes à vide, qui ressemble moins à une visée de canon et plus à un mini-ordinateur. Il est rempli de gyroscopes délicats, d'amplificateurs magnétiques et d'un réseau complexe de circuits. Cependant, l'unité est écrasée. Les cardanes internes délicats, les toupies tournantes qui maintiennent le gyroscope stable, sont écrasées par les forces G du crash. Les tubes à vide sont du verre brisé. Les soviétiques peuvent voir ce que c'est, mais ils ne peuvent pas le faire fonctionner. Ils ne peuvent pas l'alimenter pour voir le fantôme que leur pilote signale. Ils tentent de rétro-concevoir le schéma. Ils réalisent que cette visée est connectée à une petite prise d'air sur le nez du réacteur. Un radar. Télémétrie radar. Le chef ingénieur murmure. Ils utilisent le radar pour obtenir la distance. C'est une découverte importante, mais elle les conduit à une conclusion dangereuse et erronée. Les soviétiques supposent que le radar indique simplement au pilote à quelle distance se trouve la cible, peut-être en ajustant la taille du réticule. Ils ont des concepts similaires sur la planche à dessin, mais un radar de télémétrie n'explique pas l'avance, la capacité à prédire où le MiG sera dans 2 secondes. L'enquête se tourne vers les pilotes eux-mêmes. Dans les salles d'interrogatoire sinistres des camps de prisonniers nord-coréens, des pilotes américains capturés sont amenés. Ces hommes sont fatigués, blessés et terrifiés. Les interrogateurs soviétiques parlent par l'intermédiaire de traducteurs ou en anglais cassé. Ils ne posent pas de questions sur les mouvements de troupes ou les codes nucléaires initialement. Ils posent des questions sur la boîte. « Comment visez-vous » demande l'interrogateur. « Utilisez-vous le gouvernail ? Calculez-vous la déviation manuellement ?» Les pilotes américains, souvent strictement instruits de ne rien dire sur les visées de la série A, font les imbéciles. Ou honnêtement, ils admettent qu'ils ne savent vraiment pas comment cela fonctionne. Je mets juste le réticule sur la cible et j'appuie sur la gâchette, dit un pilote. Cela exaspère les soviétiques. Menteur, criant-il. À 600 miles à l'heure, si vous mettez le réticule sur la cible, les balles passeront derrière lui. Vous devez avancer. Comment calculez-vous l'avance ? Je ne le fais pas, insiste l'Américain. La boîte le fait. La boîte le fait. Cette phrase filtre jusqu'au Kremlin. La boîte le fait. La légende grandit. Dans les salles de messe des bases aériennes soviétiques, les pilotes commencent à mythologiser la technologie américaine. Ils cessent de l'appeler une visée de canon. Ils l'appellent le cerveau électronique. Les rumeurs volent sauvagement. Une théorie suggère que les Américains ont connecté le radar directement aux commandes de vol. Ils croient qu'une fois que le pilote américain verrouille un MiG, le F-86 sabre vole tout seul. Il devient un assassin robot. Ils croient que le pilote américain n'est qu'un passager là pour appuyer sur le bouton quand le feu passe au rouge. Cette théorie est terrifiante car elle supprime l'élément humain. Vous pouvez survoler un homme. Vous pouvez tromper un homme. Vous pouvez effrayer un homme. Mais vous ne pouvez pas effrayer un gyroscope. Vous ne pouvez pas tromper une calculatrice. Une autre théorie suggère que le cerveau électronique peut voir dans l'obscurité et à travers les nuages. Cela conduit à la panique par mauvais temps. Les pilotes soviétiques, qui se sentiraient normalement en sécurité dans un épais couvert nuageux, se sentent maintenant nus. Ils imaginent les yeux radars américains perçant le brouillard, calculant la solution de tir pendant qu'ils sont aveugles. Le leadership soviétique, désespéré de trouver une contre-mesure, ordonne à son industrie de copier la technologie.
Ils regardent leur propre visée, l'ASP-1 Newton. C'est une copie d'une conception britannique de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une visée gyroscopique. Oui, mais elle est lente. Quand un pilote soviétique tourne fort, le réticule dans sa visée traîne derrière. Il vacille. Il faut 2 ou 3 secondes pour se stabiliser. Dans un combat aérien, 2 secondes, c'est une éternité. Au moment où la visée soviétique se stabilise, la cible est partie. Il suppose que la visée américaine doit avoir les mêmes limitations. La physique est la physique après tout. Les gyroscopes dérivent, ils vacillent. Donc les analystes soviétiques concluent que les Américains doivent voler différemment pour s'adapter à la visée. Ils émettent une nouvelle directive à leurs pilotes. Les Américains doivent voler en douceur pour utiliser leur visée. Si vous volez de manière erratique, leur cerveau électronique sera confus et basculera. Cela devient la doctrine. Secouer le sabre. Voler sauvagement, effectuer des manœuvres violentes et imprévisibles pour faire tomber leur ordinateur. Cela crée une ironie tragique. En volant sauvagement, en effectuant des manœuvres qui saignent l'énergie, les pilotes soviétiques se rendent en fait plus faciles à cibler. Ils saignent leur vitesse, leur seul vrai avantage pour essayer de confondre un ordinateur qu'ils ne comprennent pas. Ils ne réalisent pas que la visée américaine n'a pas besoin qu'ils volent en douceur. Ils ne réalisent pas que l'innovation spécifique à l'intérieur de cette boîte noire est conçue pour gérer exactement le type de chaos qu'ils créent. De retour à Moscou, la cocotte minute explose. Staline est furieux. Les ratios de pertes sont inacceptables. Pour chaque sabre américain abattu, les soviétiques perdent trop de MiG. Le ratio précis est un secret bien gardé, mais la tendance est indéniable. L'enquête atteint une impasse. Ils ont l'épave, mais elle est trop endommagée pour fonctionner. Ils ont les pilotes, mais ils sont réticents ou ignorants de l'ingénierie. Ils ont les théories, mais elles sont basées sur la peur, pas sur les faits. Ils sont convaincus que le F-86 Sabre est un avion robot. Ils le considèrent comme un triomphe de la sorcellerie électronique américaine sur la pureté aérodynamique soviétique. Cela crée un complexe d'infériorité qui entra l'armée soviétique pendant des décennies. Ils deviennent obsédés par l'électronique et l'automatisation, croyant qu'ils sont des décennies en retard. En réalité, ils regardent une merveille mécanique, pas seulement une merveille électronique. Alors que 1952 arrive, la guerre aérienne change. Les Américains introduisent une nouvelle version du sabre, le F-86 Sabre F. Et avec lui, le mystère s'approfondit. Les victoires deviennent encore plus nettes. Les distances augmentent. Les Soviétiques mènent maintenant une guerre défensive. Ils cessent les patrouilles agressives. Ils restent hauts, refusant de descendre dans la zone, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. La ruelle des MiG, qui était censée être un abattoir pour les bombardiers américains, est devenue un piège pour les chasseurs soviétiques, mais la véritable nature de l'appareil reste insaisissable. Les Soviétiques sont convaincus que c'est un pilote automatique guidé par radar. Ils se préparent à dépenser des milliards de roubles pour développer un système de contre-radar, un brouilleur pour aveugler le F-86. Ils sont sur le point de gaspiller des années de recherche en poursuivant le mauvais fantôme. Parce que le secret n'est pas seulement dans le radar. Le secret est dans un petit composant tournant qui résout instantanément le problème mathématique le plus difficile du combat aérien. Et tandis que les Soviétiques cherchent des électroniques complexes, les Américains gagnent avec une pièce d'ingénierie analogique brillante, qui se déroule juste sous leurs yeux. Tandis que les généraux soviétiques criaient à leurs pilotes de voler plus agressivement, et tandis que les agents du KGB fouillaient les épaves calcinées dans la boue gelée de la Corée, la réponse au mystère était assise calmement sur un établi de laboratoire à Cambridge, Massachusetts. Ce n'était pas une arme forgée dans les feux du projet Manhattan. Ce n'était pas une technologie extraterrestre récupérée sur un site d'accident. C'était un problème mathématique résolu par un génie qui comprenait que le cerveau humain avait atteint sa limite évolutive. La source du fantôme dans la ruelle des MiG était le laboratoire d'instrumentation du MIT, dirigé par un homme nommé Dr. Charles Stark Draper. Doc Draper n'était pas un pilote de chasse. C'était un ingénieur qui regardait la guerre comme une série d'équations. Il comprenait quelque chose de fondamental sur l'air des réacteurs avant quiconque d'autre. La vitesse tue la précision. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les avions volaient à 300 milles à l'heure. À cette vitesse, un pilote humain avec de bons instincts pouvait estimer l'avance. Il pouvait regarder un chasseur allemand tourner devant lui, deviner à quelle distance tirer en avant et appuyer sur la gâchette. C'était un art. Cela s'appuyait sur l'estimation à vue et l'intuition. Mais Draper a regardé les chiffres.
pour l'ère des réacteurs à venir, 600 milles à l'heure, vitesse de rapprochement de 1000 milles à l'heure. À ces vitesses, la géométrie d'une interception change plus vite que l'œil humain ne peut transmettre les données au cerveau et plus vite que le cerveau ne peut transmettre une commande à la main. Au moment où un pilote voit l'ennemi et décide de tirer, l'ennemi est déjà parti. Drapé a réalisé que demander à un pilote de calculer la balistique à Mach 0,9 n'était pas seulement difficile, c'était mathématiquement impossible. Le pilote n'avait pas besoin d'un meilleur canon, il avait besoin d'un partenaire. Il avait besoin d'une machine qui pouvait prédire l'avenir. Le projet s'appelait la série A1, évoluant finalement vers la visée de canon A4. Mais pour les ingénieurs, c'était simplement la visée. Le cœur de l'appareil n'était pas une puce microélectronique. Celle-ci n'existait pas encore. C'était un gyroscope. Mais pas n'importe quel gyroscope. Drapé avait perfectionné une technologie appelée le gyroscope intégrateur flottant. Imaginez une petite toupie de précision, usinée, suspendue à l'intérieur d'une boîte remplie d'un fluide épais, ressemblant à de la mélasse. Ce fluide amortissait les vibrations et les chocs d'un chasseur à réaction. Il permettait au gyroscope de sentir les plus petits mouvements de l'avion avec une pureté absolue. Voici comment la magie américaine fonctionnait réellement. Le secret que les soviétiques étaient désespérés de trouver. Dans une visée traditionnelle, le réticule est fixé au vert. Où pointe le nez, le réticule pointe. Dans la visée de Draper, le réticule n'était pas fixé. Il était perturbé. Il flottait. Quand un pilote américain inclinait son F-86 Sabre pour suivre un MiG-15 qui tournait, les gyroscopes à l'intérieur de la visée sentiraient la force G et la vitesse du virage. Ils déplaceraient physiquement la réflexion du réticule sur le vert. La visée déplacerait le réticule loin de l'avion ennemi. Cela semble contre-intuitif. Pourquoi la visée s'éloignerait-elle ? C'était un tour psychologique. Pour remettre le réticule sur la cible, le pilote instinctivement tirerait plus fort sur le manche, tournant l'avion plus serré. En poursuivant le point, le pilote forçait inconsciemment son avion dans l'angle de visée parfait. Le viseur effectuait le calcul. Il mesurait le taux de virage, la densité de l'air et la balistique. Il disait « Si tu veux frapper ce MiG, tu dois viser ici, dans ce patch de ciel vide. » Le pilote n'avait pas à deviner. Il devait simplement obéir au point. Mais il manquait une variable, la portée. Pour résoudre l'équation balistique parfaitement, l'ordinateur devait connaître exactement la distance jusqu'à la cible, au pied près. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pilotes devaient tourner un cadran sur les gaz pour faire correspondre l'envergure de l'avion ennemi. C'était lent et sujet aux erreurs. Voici l'A divisé par APG-30. C'était le radar que les soviétiques avaient trouvé, mais ils se trompaient sur ce qu'ils faisaient. Ils ne pilotaient pas l'avion. Ils ne voyaient pas à travers les nuages. C'était un petit radar de télémétrie simple situé à la lèvre du nez du sabre. Quand le pilote américain s'approchait d'un MiG-15, le radar se verrouillait automatiquement. Il alimentait la distance précise, disons 1200 pieds, directement dans l'ordinateur gyroscopique. Le résultat était un système en boucle fermé d'une létalité dévastatrice. Les gyroscopes mesurèrent le virage. Le radar mesurait la distance. L'ordinateur calculait le point. Tout ce que le pilote américain devait faire était de piloter l'avion pour que le diamant orange brillant repose sur le fuselage argenté du MiG. Il n'avait pas à anticiper. Il n'avait pas à deviner. Il mettait simplement la chose sur la chose et appuyait sur la gâchette. Cela transformait les pilotes moyens en tireurs d'élite. Cela transformait les bons pilotes en as. Tandis que le pilote soviétique luttait avec un viseur optique vibrant, faisant frénétiquement de la trigonométrie mentale, essayant de deviner de combien de longueurs d'avion tirer en avant, tandis que son sang s'échappait de sa tête sous 5G, le pilote américain jouait à un jeu vidéo. La technologie était tellement avancée pour son époque que l'armée de l'air américaine avait peur de la perdre. Cela explique la politique de la terre brûlée. Les pilotes ont été informés que le viseur était plus précieux que la cellule. La fabrication spécifique des gyroscopes flottants nécessitait des tolérances d'un millionième de pouce. C'était une capacité de fabrication que l'Union soviétique, malgré toute sa puissance industrielle lourde, ne possédait simplement pas dans les années 1950. Le contraste de philosophie était frappant. La philosophie soviétique incarnée dans le MiG-15 était de construire une voiture de course, un gros moteur, un gros canon, des commandes simples, compter sur l'agressivité du pilote. La philosophie américaine incarnée dans le F-86 Sabre est le viseur. A4 était de construire un système d'armes, d'intégrer l'homme à la machine, d'éliminer les conjectures.
Les soviétiques cherchaient un avion robot. Ils ne réalisaient pas qu'ils faisaient face à la première véritable arme cyborg de la guerre froide. Le pilote du F-86 n'était pas un passager. Il était l'actionneur biomécanicien pour le problème mathématique du docteur Draper. Mais il y avait un hic. Un défaut du système que les soviétiques, dans leur paranoïa, n'ont pas exploité. Le viseur A4 avait besoin de temps pour se stabiliser. Quand le pilote tirait sur le manche, le fluide dans les gyroscopes avait besoin d'une fraction de seconde pour se stabiliser. Si le vol était trop erratique, le réticule rebondirait sur le verre. Les Américains le savaient. Ils s'entraînaient à voler avec une douceur spécifique. Quote 4, disaient les instructeurs. Quote 5. Ils volaient avec une grâce fluide que le viseur récompensait par une précision parfaite. Les soviétiques observant ce vol en douceur l'ont supposé être de l'arrogance, ou ils ont supposé, comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, que le robot nécessitait une plateforme stable. Donc les soviétiques ont ordonné à leurs pilotes de voler violemment. Ils ont ordonné la secousse et ce faisant, ils ont joué directement dans les mains de la machine américaine. En manœuvrant violemment, les pilotes soviétiques ont épuisé leur énergie. Ils ont ralenti. Et au moment où ils ont ralenti et se sont installés dans un virage prévisible, ne serait-ce qu'une seconde, le radar américain se verrouillait, les gyroscopes se stabilisaient, le point dérivait vers la cible et le pilote du sabre libérait une rafale de 600 coups. Le mystère qui a déconcerté le Kremlin était simplement un triomphe de l'ingénierie des systèmes. C'était la réalisation que dans l'ère moderne, le composant le plus dangereux d'un chasseur n'était pas le canon ou le moteur. C'était la boîte noire, qui disait au pilote où les pointer. Mais le secret ne pouvait pas rester caché pour toujours. La guerre s'est prolongée. Plus de sabres ont été touchés, plus se sont écrasés. Et finalement, l'inévitabilité de la guerre a rattrapé les Américains. Un jour, un sabre s'est abattu. Il n'a pas brûlé. Il n'a pas explosé. Il s'est échoué sur un banc de sable mou sur un estran. La marée montante le couvrant doucement, le préservant comme un spécimen dans un bocal. Le pilote a été capturé. Mais cette fois, l'équipe de récupération est arrivée avant les bombardiers américains. Ils ont attaché des câbles au jet submergé. Ils l'ont libéré, et dans le cockpit, le verre était fissuré, mais la boîte noire était intacte. Les gyroscopes flottaient toujours dans leur huile. Les soviétiques avaient enfin la source. Ils l'ont emballé et l'ont envoyé directement à Moscou au bureau de conception responsable des viseurs. Les ingénieurs se sont rassemblés, des barres de démontage à la main, prêts à forcer la boîte fantôme américaine. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur n'expliquerait pas seulement le carnage dans la ruelle des MiG. Cela les forcerait à affronter une réalité terrifiante sur l'écart technologique entre l'Est et l'Ouest. Ils étaient sur le point de regarder dans l'avenir, et ils n'aimeraient pas ce qu'ils verraient. La caisse en bois repose au centre d'une salle stérile hautement sécurisée à l'Institut de recherche NI 17 à Moscou. C'est fin 1952. La salle est remplie des plus grands esprits de l'Union soviétique en optique, balistique et radar. L'atmosphère est épaisse d'un mélange de curiosité professionnelle et de terreur existentielle. Ils forcent le couvercle. À l'intérieur, amorti par du matériel d'emballage américain, se trouve le cerveau électronique. Il est endommagé, mais il est intact. L'équipe de récupération avait traîné le F-86 sabre hors de la boue avant que l'eau salée ne puisse corroder les éléments internes délicats. Maintenant, sous l'éclat brutal des lumières de laboratoire, les ingénieurs soviétiques commencent l'autopsie. Ils enlèvent le boîtier extérieur du viseur Arni Centimeter. Ils s'attendent à trouver quelque chose d'étrange. Ils s'attendent à trouver une arme secrète. Peut-être une batterie nucléaire miniaturisée ou un système de guidage volé aux scientifiques des fusées allemandes 52. Ce qu'ils trouvent à la place est un choc bien plus profond que n'importe quelle arme miracle. Ils trouvent un niveau de précision de fabrication qui n'existe simplement pas en Union soviétique. Alors que l'ingénieur en chef démonte l'unité gyroscopique, il s'arrête. Il place un composant sous un microscope. Il appelle ses collègues. Il regarde à tour de rôle. Il y a du silence dans la salle. Le choc n'est pas que la technologie soit magique. Le choc est qu'elle est parfaite. Il regarde le cœur de l'invention du docteur Draper, le gyroscope intégrateur flottant. L'espace entre le rotor tournant et le boîtier est mesuré en microns. Le fluide suspendant le gyroscope est d'une viscosité spécifique et d'une composition chimique que l'industrie chimique soviétique n'a jamais produite. Le câblage est tissé avec une délicatesse qui ressemble plus à la joaillerie qu'à la production militaro-industrielle. La réalisation les frappe comme un coup physique.
Les Américains n'ont pas remporté Migali parce qu'ils avaient de meilleurs pilotes. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils avaient des avions plus rapides. Ils ont gagné parce qu'ils avaient de meilleurs mécaniciens. Le mystère des balles fantômes n'était pas un tour tactique. C'était un symptôme d'un fossé qui s'élargissait entre les deux superpuissances. Les Américains avaient maîtrisé l'art de la production de masse d'instruments de précision. Ils mettaient des expériences de physique de laboratoire dans les cockpits de milliers de chasseurs, les traitant comme des marchandises jetables. Les ingénieurs soviétiques rapportent leurs conclusions au Kremlin. Le rapport est dépouillé de la propagande habituelle. Il est brutal. L'appareil calcule automatiquement l'angle de visée en utilisant les entrées radar. Il dit, quote, is-6. La réaction de Staline est prévisible. Il ne veut pas d'excuses sur les tolérances de fabrication. Il ne se soucie pas des microns. Il frappe du poing sur le bureau. Copiez-le, ordonne-t-il vis pour vis, fil pour fil. Faites-le ressembler exactement au même et mettez-le dans nos MiG. Cet ordre met en mouvement l'un des chapitres les plus frustrants de l'histoire de l'aviation soviétique. Et c'est ici que la révélation se transforme en tragédie pour le pilote soviétique. L'industrie soviétique se mobilise pour cloner le viseur américain A4. Il désigne la copie, l'ASP 4 Newtons. De l'extérieur, c'est identique. Il s'adapte au cockpit des nouveaux chasseurs MiG-17, tout comme le viseur américain s'adapte au sabre. Il a le même verre, les mêmes cadrans, la même connexion radar. Mais quand ils commencent à construire les éléments internes, la réalité de l'économie dirigée soviétique se heurte à la réalité de l'ingénierie de haute précision. Pour construire les gyroscopes flottants, vous avez besoin de salles sans poussière. Vous avez besoin d'un contrôle de température stable à une fraction de degré près. Vous avez besoin d'une métallurgie exempte même des impuretés microscopiques. Les usines soviétiques sont de vastes bêtes puissantes conçues pour produire des milliers de chars et de simples tracteurs robustes. Ce ne sont pas des ateliers d'horlogerie. Ils accélèrent la production pour respecter les quotas fixés par le parti. Ils substituent des matériaux où les alliages américains ne sont pas disponibles. Ils acceptent des tolérances qui sont bonnes pour un tracteur mais fatales pour un ordinateur. Le résultat est le viseur ASP 4 Newton, un clone zombie du chef-d'œuvre américain. Il ressemble au viseur américain. Il bourdonne comme le viseur américain, mais il manque l'âme de la machine. Quand les nouveaux viseurs sont précipités aux lignes de front et installés dans les avions MiG-15 et MiG-17, les pilotes sont initialement extatiques. Ils croient enfin avoir l'œil magique. Ils croient que le terrain de jeu est égalisé. Ils prennent les cieux. Ils engagent les sabres américains. Ils verrouillent le radar. Le réticule apparaît, puis il dérive. Les copies soviétiques des gyroscopes ne sont pas parfaitement équilibrées. Le fluide n'est pas pur. Sous les charges G lourdes du combat, le mécanisme interne délicat frotte contre le boîtier. L'effet flottant est perdu. Le réticule sur le verre ne se déplace pas en douceur. Il saute. Il erre. Il ment. Imaginez l'horreur d'un pilote soviétique en 1953. Il plonge sur un F-86 sabre. Il fait confiance à son nouveau cerveau électronique. Il met le piper sur la cible. Il tire. Les obus manquent de centaines de mètres. Le viseur lui dit qu'il est sur la cible, mais la physique de la copie bon marché le trahit. Il essaie de corriger, mais le viseur traîne. C'est bruyant. Le signal radar fluctue, causant au point de visée de scintiller sauvagement sur le verre. Les pilotes reviennent à la base, furieux. « La boîte est cassée !» crie-t-il. « Elle essaie de nous tuer. » Les équipes de maintenance essaient de les calibrer, mais vous ne pouvez pas calibrer un manque fondamental de précision. La réputation de la copie soviétique s'effondre du jour au lendemain. Les pilotes perdent confiance dans la technologie. Ils commencent à l'éteindre. Ils lèvent la main et enferment physiquement le gyroscope, le verrouillant en place, transformant l'ordinateur avancé en un simple morceau de verre fixe, un réticule glorifié de 1945. Ils reviennent à utiliser le Kentucky Windage. Ils reviennent à deviner. Pendant ce temps, de l'autre côté de la vallée, les pilotes américains dans leur F-86 Farad sabre volent avec l'article original. Leurs viseurs bourdonnent parfaitement. Ils sont confiants. Ils font confiance à la machine. Le choc pour l'Union soviétique est total. Ils réalisent qu'ils pourraient voler les plans. Ils pourraient voler l'objet lui-même, mais ils ne pouvaient pas voler la base industrielle requise pour le construire. Ils essayaient de faire la course à une Ferrari avec un moteur de tracteur. L'affrontement atteint son apogée dans les derniers mois de la guerre. Les cieux au-dessus de la Corée sont remplis des nouveaux F-86 Farad sabre, fonctionnant maintenant comme un système d'armes entièrement intégré. Les ratios de destruction montent en flèche.
Certaines sources prétendent que le ratio a atteint 10 pour 1 en faveur du sabre. Tandis que les historiens débattent du nombre exact, la tendance était indéniable. Le MiG-15, aérodynamiquement supérieur, était massacré. Les généraux soviétiques regardèrent les rapports avec une résignation sinistre. Ils réalisent que les Américains ont ouvert un nouveau front dans la guerre. Ce n'est plus seulement une question de puissance et d'épaisseur d'armure, c'est une question d'information. Le viseur américain traitait l'information, la vitesse, la portée, l'angle, la densité plus rapidement qu'un humain ne pourrait jamais le faire. Les soviétiques combattirent toujours une guerre manuelle à l'ère automatique. Dans une tentative désespérée de contrer cela, les bureaux de conception soviétiques font un pivot. S'ils ne peuvent pas gagner la guerre de l'électronique, ils décident de doubler sur la seule chose qu'ils font mieux que quiconque, la force brute. Ils commencent à esquisser des plans pour des avions tellement rapides, volant tellement haut, qu'aucun ordinateur ne peut calculer une solution à temps. Ils commencent les travaux sur le MiG-19 et le MiG-21. Ils décident de s'enfuir du problème plutôt que de le résoudre. La vitesse est la meilleure armure, se disent-ils. Si nous volons à Mach 2, leurs petits gyroscopes n'auront pas d'importance. Mais au fond, les ingénieurs à NI-17 connaissent la vérité. Ils savent que ce mystère en Corée n'était que le début. Ils ont vu l'avenir à l'intérieur de cette caisse en bois. Ils savent que finalement, les ordinateurs deviendront plus rapides. Les missiles deviendront plus intelligents. Et si l'Union soviétique ne peut pas maîtriser l'art de l'électron et du gyroscope, elle est condamnée à perdre la guerre froide avant même qu'elle ne commence vraiment. La source américaine n'était pas une arme, c'était un avertissement. Et alors que les canons se sont finalement tus au-dessus de la péninsule coréenne en 1953, l'héritage de cette petite boîte noire commençait tout juste à prendre forme. Cela pousserait l'Union soviétique dans une course technologique frénétique et paranoïaque qui finirait par faire faillite à leur empire. Juillet 1953. La guerre de Corée se termine par un armistice précaire. Le rugissement des moteurs à réaction au-dessus du fleuve Yalu s'estompe dans le silence. Les pilotes rentrent à la maison. Mais dans les archives classifiées du Kremlin et du Pentagone, la guerre sur les données ne fait que commencer. Le bilan final de la guerre aérienne est un sujet de débat intense à ce jour. La propagande américaine prétendait un ratio de destruction de 10 pour 792 avions MiG, 15 abattus pour seulement 78 sabres perdus. Les historiens modernes ayant accès aux archives soviétiques suggèrent que le nombre est inférieur, peut-être 4 pour 1 contre les pilotes soviétiques et plus proche de 1 pour 1 contre les Chinois. Mais les chiffres bruts masquent le véritable verdict. La vraie victoire n'était pas dans le décompte des corps, c'était dans le traumatisme psychologique infligé au complexe militaro-industriel soviétique. Le mystère du viseur A4 a planté une graine de doute, qui grandirait comme un cancer pendant les 40 prochaines années. Cela a prouvé que dans l'ère moderne, l'aérodynamique supérieure, la courbe d'une aile, la poussée d'un moteur ne suffisaient plus. Le MiG-15 était, de tous les comptes, une meilleure machine volante que le F-86 sabre. Il pouvait voler plus haut, il accélérait plus vite dans un pur concours d'énergie. Il aurait dû gagner, mais il a perdu. Il a perdu parce que les Américains ont apporté un ordinateur à un combat au couteau. L'échec de la copie soviétique, l'ASP 4 Newton, a eu un effet d'entraînement dévastateur. Cela a forcé l'Union soviétique dans une posture réactionnaire dont elle ne s'est jamais vraiment échappée. Au lieu d'innover leur propre chemin en microélectronique et informatique de précision, ils sont devenus obsédés par le vol et l'imitation. Ils ont dépensé des milliards de roubles pour construire des réseaux d'espions, pour voler la technologie occidentale, seulement pour se retrouver incapables de fabriquer les conceptions qu'ils ont volées. Ils étaient comme un culte du cargo, construisant des répliques en bois de radio, et espérant que la musique jouerait. Ils pouvaient copier la forme de la puce informatique, mais ils ne pouvaient pas copier la pureté du silicium. Ils pouvaient copier le gyroscope, mais ils ne pouvaient pas reproduire le fluide. Ce piège d'imitation a défini le reste de la guerre froide. Vous le voyez dans le 214, le Konkordsky, qui ressemblait au Concorde, mais était plus bruyant et plus dangereux. Vous le voyez dans la navette spatiale BAN, une copie de l'orbiteur américain qui n'a volé qu'une seule fois. L'incident à Migali était le premier signal clair de la fin ultime de l'Union soviétique. Leur économie était construite pour le tonnage brut, des millions de tonnes d'acier, des milliers de chars, de vastes barrages en béton. C'était une économie de géants. Mais l'avenir de la guerre appartenait aux nains, aux transistors, aux micro-interrupteurs et aux gyroscopes flottants. Le système soviétique, rigide et figé,
ne pouvait simplement pas gérer les exigences délicates des salles blanches de l'ère de l'information. Le F-86 Sabre et son viseur secret ont marqué la mort du chevalier de l'air. Avant ce moment, le pilote de chasse était un guerrier poète, un homme d'instinct et de réflexe, le successeur du cavalier avec son sabre. Il regardait avec ses yeux et tuait avec ses mains. Après ce moment, le pilote a commencé sa lente transformation en gestionnaire de système. Le viseur A4 était l'arrière-grand-père de l'affichage tête haute moderne. C'était l'ancêtre des algorithmes d'assistance à la visée dans le F-35 Lightning. C'était le premier pas vers un monde où l'avion se pilote lui-même, et le pilote n'est que le vote dans la boucle décidant quand autoriser le tir. Aujourd'hui, si vous entrez dans le Musée national de l'armée de l'air américaine, vous pouvez vous tenir à côté d'un F-86 Sabre. Vous pouvez regarder dans le cockpit. Il semble exigu, analogique, presque antique. Le célèbre viseur A4 ressemble à un simple morceau de ferraille et de verre. Mais si vous regardez de près, vous regardez le point de basculement de l'histoire. Cette petite boîte noire n'a pas seulement abattu des avions MiG-15. Elle a abattu la doctrine soviétique de la force brute. Cela a prouvé que l'arme la plus puissante à la guerre n'est plus le plus gros canon, c'est la puce la plus intelligente. Les pilotes du 64e corps d'aviation de chasse soviétique sont allés à leur tombe en se souvenant de la zone. Ils se souvenaient des tirs impossibles, des traces qui semblaient se courber comme par magie et de la réalisation terrifiante que les Américains ne les combattaient pas seulement, ils les calculaient. Le mystère était résolu, mais la leçon était fatale. L'Union soviétique a passé les 4 décennies suivantes à chasser le fantôme de la technologie américaine, courant une course qu'elle avait déjà perdue dans les cieux au-dessus de la Corée en 1951.